Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Moi, j'aime bien cette phrase, mais je voudrais vous mettre en garde et essayer de voir avec vous comment ça peut aussi être l'inverse, et on peut aussi reproduire son passé. Du coup, pour parler d'avenir, avant de parler d'avenir, je vais parler du passé et aussi du présent. Donc, on va un peu faire un petit voyage dans le temps. Et la première chose, et ce premier chiffre qui me semble extrêmement important pour répondre à cette question, c'est de réaliser qu'on a à peu près 80 000 pensées par jour et qu'à peu près 75 000 sont les mêmes que la veille. Donc, ça veut dire que quand même, pour créer l'avenir, il va falloir qu'on interroge un peu le passé. Et pour interroger le passé, pour interroger l'avenir, justement, j'ai envie de vous amener en Inde, dans un petit village qui s'appelle Kausani, qui est dans une ville qui est au nord de New Delhi, au pied de l'Himalaya. C'est un très joli petit village avec des citronniers, avec des orangers. Et pour rencontrer Anand et Prema. Et Anand et Prema, c'est un couple d'Indiens qui avaient suivi la philosophie de Gandhi et qui avaient décidé de mettre justement leur talent, ce qu'ils savaient faire, au service de leur communauté. Et leur exemple, pour moi en tout cas, a été un déclencheur du film et de la suite qu'on a donnée notamment au film. Donc comment je me suis retrouvé là? Moi, à l'époque, je travaillais à New York. J'étais entrepreneur, ça se passait bien. Puis j'ai eu un accident bête, je me suis cassé le pied. Puis j'ai commencé en plus d'une fracture, de me rajouter une dépression en regardant une cinquantaine de documentaires déprimants sur l'état de la planète et le revers de la mondialisation et tout ce que ça impliquait en termes de destruction de la planète, de l'humain, de la perte de la démocratie. Et le futur m'avait pas l'air du tout sexy. Je voyais plus un truc qui ressemblait à Mad Max ou en tout cas le côté très effondrement et puis en même temps perte vers quelque chose de très un peu fascisant qui irait plus vers George Orwell et 1984 que vers un avenir auquel j'avais pu m'imaginer plus petit. Du coup, je me suis dit, comment est-ce que moi je peux réussir ma vie, être heureux dans ce que je fais en sachant que l'avenir qu'on me propose va forcément être assez négatif. Du coup, j'ai réfléchi longtemps, et puis à un moment, j'ai réalisé qu'il fallait arrêter de réfléchir et justement, il fallait passer à l'action. Et j'ai essayé d'abord de partager un peu mon mal-être, tout ce qui n'allait pas autour de moi. Et j'ai réalisé que si jamais vous avez réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous en parlez à des gens pour qui ça va à peu près, ça ne les intéresse pas en fait. Et qu'il vaut mieux aller commencer à chercher des solutions, parler de quelque chose de positif pour avoir une chance de les intéresser que simplement leur dire pourquoi ça ne va pas et essayer de partager tout son mal-être avec les gens. Ça ne sert à rien. Donc du coup, on s'est dit, bon, avec Nathanaël, qui était cet ami d'enfance avec qui m'avait donné ces super documentaires sur comment ça marche aussi derrière le rideau, je lui ai proposé qu'on fasse un documentaire justement en essayant de chercher le positif, de raconter des histoires qui donnent envie justement de construire un futur qui serait un peu plus sexy que celui que j'avais vu sur tous ces documentaires. Et donc on est parti, moi je l'ai rejoint en Inde, il présentait un film dans un festival, et avant que son film commence, il y avait un autre film, et c'est là où j'ai rencontré Anand et Prema, qui parlait de résilience de la nature, qui parlait de résilience de l'humain. Ils avaient des images, des métaphores pour parler du vivant, qui moi m'ont tout de suite parlé. Je me suis dit, ok, c'est vraiment ça qu'on est venu chercher. On n'a pas besoin d'information, on est en infobésité aujourd'hui, on a besoin justement de sagesse qui va pouvoir justement faire de toute cette information qu'on en fasse quelque chose et qu'on puisse poser une action juste et féconde dans le monde. Donc allons chercher cette sagesse. Et là, j'avais l'impression que ces gens-là, ils parlaient de quelque chose et ils avaient vraiment un échantillon sur eux. Du coup, on est parti comme ça, on s'est retrouvés dans ce petit village et là, on a découvert l'univers de Gandhi, de voir ces gens qui vivaient au sein de leur communauté. Anand, il avait un talent, c'est qu'il travaillait très bien manuellement. Il savait faire ça, il savait fabriquer des instruments et il avait mis tout son talent et ce qu'il aimait faire au service de sa communauté et il s'occupait des femmes qui travaillaient dans les champs. Souvent beaucoup d'agriculteurs en Inde se sont suicidés à cause notamment des OGM et de cultures qui ne vont pas forcément à terme et donc en gros de prêts, de dettes, et du coup c'est les femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants et eux ils s'occupaient de ces gens-là. Et il y avait une joie de vivre, il y avait une forme de résilience, ils avaient leurs vaches, ils avaient leurs petits champs, ils partageaient les choses de manière équitable. Il y avait quelque chose de très la petite maison dans la prairie, dans les clichés de tout se passe bien, avec en même temps des choses assez dures. Et j'étais vraiment touché par la joie que ces deux personnes-là. Et donc quand je leur ai demandé en gros c'est quoi le secret de cette joie de vivre, de tout ce que je peux sentir ici, il m'a dit il y a deux choses. Il m'a dit service and spiritual practices. Donc le service et la pratique spirituelle. Et pour lui, c'était cette évidence-là. Et moi, en vivant à côté de ces gens-là, ils étaient tellement lumineux, et tellement
je vais dire, aligné, que j'ai commencé à creuser cette question-là. Moi, je cherchais plus les alternatives et la sagesse. Et puis là, la question de la pratique spirituelle m'a commencé à m'interroger. Et j'ai eu la chance, d'un moment, pendant un cours de yoga, de me retrouver face à toute cette grande salle où en Inde, ils ont des fois des portraits de toutes les grandes personnes, tous les grands sages, à la fois de leur tradition et d'autres traditions du monde. Et il y avait tout ce que moi j'appellerais, ça s'appelle d'ailleurs comme ça, des psychonautes. C'est-à-dire qu'il y a les astronautes qui vont explorer l'espace, et il y a les psychonautes qui, eux, viennent explorer l'espace intérieur et chercher à se connaître, à se comprendre et voir quelle est la nature de la réalité, mais par l'introspection. Et dans toutes ces petites personnes, enfin tous ces personnages, avec c'est souvent des barbus, des femmes, il y avait un peu de tout, bref. Et il y avait deux phrases, chacun avait des phrases, et il y en a deux, moi, qui ont retenu mon attention et qui m'ont fait justement prendre un autre chemin que celui que j'avais prévu et qui répond un peu à la question posée ce soir. La première, il y avait écrit, c'est plus joli en anglais, mais en français ça donne l'action en fait est précédée de la pensée. Donc nourris ton esprit avec tes plus grandes valeurs, avec tes plus grands idéaux, nourris-les chaque jour, chaque nuit, repense-y, et à force de cette pratique-là, des choses extraordinaires naîtront. Et là j'ai pensé à justement que cette idée que tout part du rêve, tout part de la vision, et qu'aujourd'hui, hélas, dans une partie de la société, ce qu'on entend beaucoup, c'est justement tout ce qui va exciter la partie un peu plus basse de l'individu, la peur, l'ego, le sexe, parce qu'il va falloir qu'on vende en fait. Et donc pour vendre, des fois, on a tendance à s'adresser à la partie pas la plus intelligente de l'être humain pour avoir fait du marketing et voir ce que ça veut dire que le neuromarketing, c'est qu'on va aller vraiment court-circuiter toute la conscience pour aller chercher la partie un peu reptilienne. Et aujourd'hui, par rapport aux enjeux qui nous attendent, on a besoin de connecter justement cette partie un peu plus sage, un peu plus intelligente. Et donc, avec quoi est-ce qu'on nourrit notre esprit? Et ça, c'était pour moi une clé de conscience importante. Et celle qui était juste à côté, c'était tu n'es pas l'ego, tu es le soi. Et ces deux phrases bout à bout, en fait, moi, ça fait aussi pareil comme un petit déclic de me dire, en fait, il y a une partie de mon ego qui a dit n'importe quoi, et une partie du soi qui a dit il y a une petite piste un peu là. Et donc, on a commencé à continuer à voyager, à faire ce film, et en même temps avec cette idée qu'il fallait aussi saisir qu'est-ce que c'était que ce soi. Et le fait de passer du temps à la fois en Amérique latine, on a passé du temps dans différentes régions du monde, et à chaque fois d'essayer de chercher avec ces traditions de sagesse comment connecter au soi, et que ce soit la danse, le chant, la méditation. Et il y a dans toutes ces traditions de sagesse des techniques qui permettent d'accéder à cette partie-là, et cette partie-là, pour moi, c'est la partie la plus lumineuse, la partie créative, la partie de l'intuition. Et aujourd'hui, c'est ça pour moi dont on a vraiment besoin. Être capable d'aller faire cette découverte en soi qui va permettre de découvrir, donc enlever ce qui recouvre la compassion, l'altruisme, qui pour moi, je pense, sont nos valeurs, qui sont notre essence profonde. Et aujourd'hui, ce qu'une partie des neurosciences, et notamment le travail de Mathieu Ricard sur l'altruisme, montre qu'on est d'abord altruiste avant d'être dans cette compétition, cet égoïsme qui, aujourd'hui, je pense, est en train de saboter les fondements de la vie sur Terre. Donc, toucher cet espace-là qui ne cherche pas à séparer, mais qui cherche à réunir, qui ne cherche pas à juger, mais qui cherche à accueillir, et qui permet après de trouver des correspondances avec tous les êtres humains sur cette planète. Et du coup, de ce première intention qui était, bon, allez, on va essayer de proposer un avenir désirable, on s'est dit, vraiment, d'abord, c'est essayer de trouver qu'est-ce qui va nous connecter au meilleur de nous-mêmes. Et donc ça a été une très belle aventure. Et à un moment, on était avec tous ces rushs et on s'est rendu compte que on en parlait bien, enfin on était content, mais qu'il fallait aussi le vivre et se l'appliquer à nous-mêmes, parce qu'on adore les concepts, mais sur cette dimension-là, c'est aussi l'expérientiel. Et ça a été un long process. Je pensais que le film on allait sortir en 2012-2013, mais il a fallu presque 3-4 ans, le temps de digérer ça, parce que je pense que l'esprit, il comprend à la vitesse de la lumière, mais le reste des cellules, je pense que c'est plus à la vitesse du son. Et il y a un décalage qu'il faut accepter entre le moment où on a compris qu'un truc était bon pour nous et au moment où on arrive justement à reprogrammer un peu cet inconscient, cet ego pour justement poser une action qui est plus en congruence avec qui on est. Du coup, ça a été un long travail. Moi, j'ai appris l'agriculture biologique d'un côté. J'ai travaillé aussi avec Marianne Sébastien, qui est cette cantatrice, qui travaille dans les mines et les ordures en Bolivie. Et là où, à une époque, je pouvais penser que le développement personnel, c'était quelque chose qui était réservé à une élite ou parce qu'il fallait avoir le temps de faire ça, elle appliquait toutes ces choses-là avec donc, ses femmes et ses enfants qui venaient des rues, des ordures. Et les choses extraordinaires, ce que j'ai vu, c'est que quand on permet aux gens de se connecter à ça, elle le faisait par le chant, au piano, elle leur permettait d'exprimer en quelques notes parfois toute leur histoire. Une fois qu'ils étaient dans cet axe-là, après avoir chanté notamment, je me rappelle de Pedro à qui elle disait « Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ?» Elle dit moi j'ai envie d'ouvrir une boulangerie. Eh bien ok, je te donne un microcrédit sans intérêt. Et derrière, Pedro il a fait une boulangerie et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, il a plus de 2 millions de bénéficiaires. Et ce que j'ai réalisé, c'est que vraiment, ce n'est pas tellement une question
de structure, mais c'est vraiment une question de posture. Et les gens, moi, qui m'ont inspiré dans ce qu'ils faisaient, il y avait d'abord eu cette connaissance de soi, cette introspection, qui permet de vraiment s'axer, de dire qui je suis, quelles sont mes valeurs, de les nourrir. Et de ces projets qui étaient bien axés au départ, ils sont devenus extrêmement féconds. Et la qualité aujourd'hui, je pense, de nos intentions quand on met un projet, elle détermine aussi la fécondité de nos actions. Et pour finir là-dessus, moi je sais qu'il y a une phrase de Nelson Mandela quand il sort de prison, et il se dit justement, au moment où je sors vers ce chemin qui m'amène vers la liberté, je sens que si jamais je ne laisse pas derrière moi toute la haine et l'amertume, je serai en prison toute ma vie. Et je pense que de faire ce travail-là aujourd'hui, c'est justement ce qui va nous permettre d'amener cet avenir quelque chose de plus coopératif, quelque chose qui va pouvoir être un peu plus harmonieux, et de dire qu'il faut uniquement changer les structures, mais si on n'a pas fait ce travail, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Et que ce qui est important, c'est les deux. On n'est plus dans l'ère du ou, mais on est dans l'ère du et, c'est-à-dire réfléchir justement aux structures et à ce qui a créé ces structures et cette histoire, ce récit dans lequel on est, et aussi notre récit personnel, comment est-ce qu'on s'est construit, comment est-ce que on s'est forgé une idée de qui on est, est-ce que derrière ces petites voix et ce tac, il n'y a pas autre chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est cette posture-là qui permet d'avoir une vie plus harmonieuse, plus riche, plus joyeuse, et qui fait rentrer notamment le merveilleux, même voire le magique, et dans sa vie. Et pour finir avec Anand et Prema, qu'on avait vu en Inde, une fois qu'on a sorti le film, donc on avait essayé de trouver un mode de distribution autre, qui corresponde et qui soit aligné avec ce qu'on avait envie de dire dans le film. Donc on avait autoproduit, autodistribué avec des associations le film, et ça a super bien fonctionné. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin d'une projection, une personne est venue me voir et m'a dit « J'aime beaucoup ce que vous faites, donnez-moi votre adresse, je vais vous envoyer quelque chose ». On m'avait envoyé 2 cartes postales, et au milieu de ces 2 cartes postales et d'une écharpe, il y avait plusieurs centaines d'euros, je crois qu'il y avait 200 ou 300 euros. Et elle me dit, c'est pour vous. Donc je la rappelle, je lui dis merci, ça va être pour l'association avec laquelle on avait fait le film. Elle me dit, ah non, c'est pour vous. Alors du coup, j'appelle Nathalie, je lui dis, c'est bizarre, mais je sens qu'elle n'est pas pour moi en fait, cet argent. Et puis je vais le lendemain à une projection à Uzès, et à la fin du film, une dame qui vient me voir, et qui me dit, les 2 petits Gandiens là, que vous avez montrés dans votre film, en fait, je les connais. J'ai un village juste à côté où je vais souvent en vacances, en fait, et j'y retourne là dans une semaine. Et du coup, j'avais le même manteau, j'avais pris cette enveloppe-là, j'ai sorti l'enveloppe et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez leur donner? Parce que pour moi, en fait, c'était comme un petit clin d'œil que ce qu'on avait fait était aligné. À l'époque, j'avais envie d'aider Anand, mais j'avais plus l'argent, on commençait juste le film. Et c'était comme si, en fait, là, il y avait un petit retour de karma, comme ils appellent ça en Inde. Donc je leur ai donné avec un petit mot en lui disant merci, le secrétariat cosmique. C'est plus rapide que Western Union, quoi. Et du coup, merci. Et je comprends maintenant pourquoi le service et la pratique spirituelle créent de l'abondance.